Bonjour à tout le monde. Alors toujours au niveau de la première partie, l'entreprise et son environnement. Sur cette vidéo, nous allons aborder la séquence numéro 3, l'entreprise, cellule sociale. Alors, il s'agit bel et bien de commencer par un rappel, ce que vous avez vu au niveau des séquences précédentes. La séquence numéro 1, l'approche classique de l'entreprise et la deuxième séquence, l'approche systémique de l'entreprise. Alors au niveau de la première séquence, l'approche classique de l'entreprise qui sert à définir le concept de l'entreprise, vous avez deux définitions. L'entreprise en tant qu'unité de production marchande et l'entreprise en tant qu'unité de répartition. Alors pour la première définition, l'entreprise unité de production marchande, c'est-à-dire l'entreprise est un agent économique qui produit des biens et des services qui sont destinés à un marché pour être vendus afin de réaliser un bénéfice ou bien un profit. Alors, pour la deuxième définition, l'entreprise est une unité de répartition de quoi? De la richesse ou bien de la valeur ajoutée créée par l'entreprise. Donc, cette richesse ou bien cette valeur ajoutée va être ensuite répartie sous forme de rémunération entre l'ensemble des agents économiques, par exemple le personnel, les prêteurs, les apporteurs de capitaux, l'entreprise elle-même, alors des agents économiques qui ont participé à sa création. Pour la deuxième séquence, l'approche systémique de l'entreprise, bien évidemment, vous avez vu la notion de système. Alors là, c'est quoi un système? Qu'est-ce qu'on entend par un système? Donc le système, c'est un ensemble des éléments qui travaillent en interaction, en mutuelle, pour réaliser un ensemble des objectifs. Alors à ce stade, on peut poser la question suivante. Est-ce que peut-on considérer que l'entreprise est un système? Bien évidemment oui. Pourquoi? Car l'entreprise se compose par des fonctions, par des organes, par des sous-systèmes. Par exemple, la fonction financière, la fonction administrative, la fonction d'approvisionnement, la fonction de production, etc. Donc ces fonctions travaillent en coordination et en mutuelle pour réaliser un ensemble des objectifs. Quels sont les objectifs de l'entreprise? Par exemple, nous avons la contribution à la croissance économique, la création de l'emploi et bien sûr la réalisation d'un bénéfice ou d'un profit. Deuxième chose que vous avez vue au niveau de la deuxième séquence, l'entreprise en tant que système organisé. Alors, l'entreprise est un système organisé, c'est-à-dire qu'elle est composée d'un ensemble des organes ou bien des sous-systèmes interdépendants liés entre eux par des liaisons. Alors, les organes de l'entreprise, par exemple, on a déjà cité les organes, la direction, le financement, l'approvisionnement, la production et ainsi de suite. Troisième chose que vous avez encore, l'entreprise en tant que système ouvert sur son environnement. Alors, l'entreprise est un système ouvert sur son environnement, implique qu'elle ne peut pas vivre en vase clos, c'est-à-dire pour exister et survivre, il lui est indispensable d'échanger avec les éléments de son environnement. Et la dernière chose que vous avez vue au niveau de l'approche systémique de l'entreprise est un système structuré. Alors l'entreprise est un système structuré. D'abord, nous allons parler sur la structure. La structure est la façon dont les tâches sont réparties entre les différents organes de l'entreprise, c'est-à-dire la manière dont le pouvoir est exercé, ainsi que dans lequel les relations entre les divers éléments du système s'établissent. Donc, l'organigramme est une représentation graphique schématisant la structure d'une organisation. Et comme vous le savez, il y a des différents types de structures. Par exemple, la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle, la structure hiérarchico-fonctionnelle et la structure divisionnelle et bien évidemment matricielle. Et voilà, on a fini maintenant le rappel de la première séquence et la deuxième séquence. Maintenant, on passe pour la troisième séquence qui est l'entreprise cellule sociale. Bien, alors comme vous le savez, l'entreprise constitue une entité sociale regroupant des individus
liées par un ensemble de relations, des relations en particulier hiérarchiques, mais aussi de solidarité. La structure ou bien l'entreprise permet non seulement la circulation de biens et de services, mais aussi d'informations, des influences et des sentiments. Donc les activités de production et de commercialisation requièrent la collaboration d'hommes et de femmes aux compétences et attentes diverses. Donc à cet égard, tous les collaborateurs de l'entreprise, par exemple les employés, les ouvriers, les cadres, les secrétaires et les techniciens, travaillent ensemble avec des règles de conduite communes. Ces règles sont en effet les moyens pour lesquels les tâches sont exécutées et coordonnées et bien sûr les produits sont fabriqués et vendus. Donc, vis-à-vis de son personnel, l'entreprise a deux fonctions, une fonction économique et une fonction sociale. Une fonction économique, c'est-à-dire l'entreprise procure à ses salariés un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins. Et une fonction sociale, l'entreprise permet aux individus d'être actifs, de communiquer, de se sentir utiles et de faire usage de leurs capacités physiques ou intellectuelles. Alors, une entreprise n'est pas constituée seulement d'un local, des machines, des stocks de matières premières, des stocks de marchandises. Elle est aussi constituée par un groupe d'hommes qui entretient des relations de travail, relations de collègues, de supérieurs à subordonnés et des relations avec syndicats. Et voilà, maintenant on passe pour le plan de présentation. Alors nous avons trois chapitres. Premièrement, le chapitre l'analyse du groupement humain. Deuxième chapitre, l'école de relations humaines. Troisièmement, donc bien troisième chapitre, la politique sociale de l'entreprise. Alors on commence par le premier chapitre, analyse du groupement humain. Voilà, alors en commençant par la notion de groupe. Qu'est-ce qu'on entend par le groupe? Alors pour définir cette notion, le groupe est un ensemble d'individus en collaboration pour la réalisation d'objectifs qui lui sont assignés. La constitution du groupe implique la collaboration des individus. Chaque membre de l'équipe doit comprendre sa mission, que ce soit une mission commerciale, une mission administrative ou bien une mission managériale qui lui incombe, et les relations qu'il doit entretenir avec les autres membres du groupe. Par la suite, on passe pour le concept d'un collectif. Qu'est-ce qu'on entend par le collectif? Alors, le collectif est le sentiment d'appartenance qui naît chez chaque membre du groupe lorsque le travail de l'équipe est réel. Le collectif aussi est un facteur essentiel de performance de l'équipe. Sans collectif, il n'y a pas d'équipe. Alors, ce sentiment est étroitement lié aux modalités d'apprentissage du métier. Par la suite, ce dernier doit alterner des périodes de mise en place d'une routine professionnelle qui a pour finalité de sécuriser l'équipe et de changements d'habitude permettant de la faire évoluer. Après le collectif, on passe maintenant pour les phénomènes de leadership. Le leadership est l'ascendant qui prend un individu sur un groupe. Il a plusieurs origines. Le leadership légitime, technique et informel. Le leadership légitime est l'autorité donnée à l'individu par sa fonction. Le manager a cette légitimité pour l'appliquer dans le milieu de travail. Le leadership technique est l'autorité fondée sur les compétences, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être de l'individu. Et finalement, le leadership informel, c'est-à-dire elle est caractérisée par l'ascendant naturel d'un individu sur le groupe par rapport à sa personnalité. On peut l'identifier comme le charisme de l'individu. Et voilà, on passe maintenant aux conflits dans le groupe. Alors, les conflits sont propres à tout groupe humain. Dans l'entreprise, on est confronté à cette situation. Ils apparaissent pour des motifs internes, par exemple l'incompatibilité entre personnalités,
les différences de performance en termes de résultats, non-potentialité économique et la réorganisation de l'équipe avec l'intégration de la nouvelle technologie d'information et de communication. Ou des motifs externes à l'équipe, par exemple la réorganisation de l'entreprise, la perte de clients, surcroît d'activité, le climat socio-économique et mesures gouvernementales. Avant que le conflit éclate, bien évidemment, on doit procéder à la régulation des tensions et à la recherche des solutions. Les études sociologiques et psychologiques de l'homme au travail ont mis en évidence les caractéristiques suivantes des groupes humains au travail. Le groupe humain obéissant à une structure organisationnelle attend une participation à l'information, à la conception et à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Les groupes organisés en départements et en divisions tissent des réseaux de coopération et d'entente et attendent des motivations et intéressements à la productivité du groupe. Les femmes et les hommes compétents ont des besoins d'accomplissement à satisfaire et attendent une rémunération individualisée et des perspectives de carrière. Alors, on constate que si l'entreprise est une structure productive qui répartit des richesses, elle a la fonction économique de l'entreprise et qui évolue au sein de son environnement, elle est aussi un groupement humain structuré, géré et dirigé. Elle a la fonction sociale parce qu'elle emploie des individus qui ont des aspirations à exaucer. En effet, l'entreprise est constituée des femmes et des hommes qui ont des compétences et des besoins différents. Donc, ces besoins ne sont pas seulement physiologiques, par exemple l'alimentation et l'habillement, mais également sociaux et psychologiques, par exemple la communication et l'appartenance à un groupe humain. Donc, ces êtres humains attendent une rémunération et une perspective de carrière. Alors, pour le deuxième chapitre, l'école des relations humaines, les critiques du taylorisme ont ciblé les mauvaises conditions du travail et la négligence de la dimension psychosociale des salariés. Pourquoi? Parce que le salaire étant considéré comme l'unique motivation. Donc, l'étude des conditions matérielles du travail a donné naissance à l'ergonomie. L'ergonomie, c'est-à-dire l'étude scientifique des conditions de travail et des relations entre l'être humain et la machine. Sinon, une adaptation d'un environnement de travail, par exemple les outils, le matériel et l'organisation, a besoin de l'utilisateur. Alors, l'étude de la psychologie et du comportement des individus et des groupes au travail a permis une analyse globale des facteurs de motivation. Ces études ont été menées par un groupe de chercheurs pluridisciplinaires connus sous le nom de École des relations humaines. Alors, les travaux de l'École des relations humaines ont commencé au début du 1927 avec les expériences de Elton Mayo. L'œuvre de Mayo fut prolongée et enrichie par les travaux de Frédéric Herzberg et l'école psychosociologique comprenant les études de Maslow et MacGregor. Donc, les principales idées pour ces auteurs sont donc l'individu dans une organisation ne réagit pas uniquement comme une personne, mais aussi comme un membre du groupe. Le salaire n'est pas le seul élément capable de motiver l'homme. Et bien sûr, l'acquisition d'un statut dans une organisation constitue un élément de motivation. Alors, en commençant par Elton Mayo. Elton Mayo a observé que la modification du comportement de l'individu lorsqu'il sait qu'il est observé, une augmentation de la productivité de l'individu lorsqu'il sent un intérêt qu'on lui porte, l'absence de lien entre productivité et conditions matérielles et une augmentation de la productivité qui résulte les relations intra-groupe, de cohésion et des relations avec le responsable du groupe. Elle déduit que la motivation
résulte, ça c'est très intéressant, alors il déduit que la motivation résulte de la cohésion et les bonnes relations dans le groupe, ce qui suppose un exercice du pouvoir souple et moins autoritaire. Et là, l'importance de l'aspect émotionnel. Donc, Elton Mayo considère que l'entreprise est un système à deux fonctions. Une fonction économique, par exemple la création des biens et de services, payer des impôts, rémunérer des personnels, etc. La deuxième fonction, la fonction sociale, c'est la satisfaction des besoins sociaux du personnel, de l'entreprise bien sûr, et ainsi, Mayo a montré que la motivation et donc la productivité ne dépendent pas uniquement des facteurs matériels et techniques, mais également à des facteurs sociaux, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux fonctions doit être maintenu. Et maintenant, on passe à Abraham Maslow. Bien sûr, puisque Mayo a insisté sur l'idée que tout travailleur éprouve en plus des besoins économiques, des besoins sociaux. Abraham Maslow approfondit et affine cette idée tout en mettant l'accent sur l'analyse des besoins recherchés par un individu dans son travail. Il annonce ainsi sa pyramide de besoins. Donc, autrement dit, pour faire converger les intérêts des salariés avec les intérêts de l'entreprise, celle-ci doit se penser sur les motivations qui poussent tout individu dans le cadre dans son travail. Ces motivations sont alors analysées en fonction de la notion de besoin. En économie, comme vous le savez, le terme de besoin désigne toute sensation de manque qu'un individu cherche à combler. Donc le salarié sera d'autant plus incité à travailler que l'entreprise sera en mesure de satisfaire ses besoins. Maslow définit alors ce qu'on appelle la pyramide des besoins qui ordonne les besoins des individus. Cette pyramide se décompose en 5 étages qui sont décrits comme suit. Alors, les différents niveaux de la pyramide de Maslow. En commençant par le premier niveau, ce sont les besoins physiologiques. Alors, les besoins physiologiques sont des besoins primaires liés à la nécessité de survivre. Par exemple, se loger, se nourrir, se vêtir et dormir. Et vous avez d'autres exemples ici. Alors, deuxième niveau, ce sont les besoins de sécurité. Donc, les besoins de sécurité, c'est un besoin d'être protégé moralement et physiquement, y vivre en paix. Par exemple, se sentir en sécurité, faire confiance. Troisième niveau de besoin, besoin d'appartenance. Alors, les besoins d'appartenance, c'est-à-dire faire partie de divers groupes, la famille, les amis, l'équipe de travail, et ne peut pas être isolé. Être aimé, écouté, compris, estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Par la suite, nous avons le quatrième niveau de besoins, ce sont les besoins d'estime. Les besoins d'estime, c'est-à-dire besoin d'être reconnu, estimé par soi et par les autres. Par exemple, besoin de considération, besoin de respect, un sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Et finalement, le dernier niveau de besoin, ce sont des besoins d'accomplissement ou bien de s'accomplir, c'est-à-dire développer ses connaissances, développer ses valeurs, ou bien un besoin d'utiliser toutes ses capacités, de développer ses compétences et ses connaissances personnelles, de perfectionner aussi. Alors, la notion de pyramide renvoie à l'idée qu'un individu ne cherchera à satisfaire ses besoins supérieurs
accomplissement par exemple, que s'il peut satisfaire ses besoins inférieurs physiologiques. Et voilà. Par la suite, Friedrich Herzberg. Alors, selon Friedrich Herzberg, la satisfaction au travail dépend des caractéristiques des tâches qui appauvrissent ou enrichissent le travail. En général, l'entreprise doit réaliser une étude de détermination des facteurs de satisfaction et d'insatisfaction des salariés. Alors, les facteurs de satisfaction liés aux éléments suivants: les accomplissements, la considération et la reconnaissance, les responsabilités, l'autonomie, les tâches elles-mêmes, l'avancement, l'évolution professionnelle. Alors, pour les facteurs d'insatisfaction concernent les conditions de travail, la rémunération, la politique générale de l'entreprise, l'encadrement, les relations interprofessionnelles, la communication, le statut et la sécurité sociale. Donc, Friedrich Herzberg a complété la théorie de Maslow. Il distingue deux types de facteurs qui peuvent exercer une influence sur le comportement de l'homme au travail, en ajoutant des facteurs de satisfaction et d'insatisfaction avec d'autres manières, les facteurs de conditionnement ou bien les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Alors les facteurs de conditionnement, il s'agit des facteurs liés à l'environnement du travail. Par exemple, l'éclairage, la sécurité, les conditions matérielles du travail. Donc ces facteurs ne sont pas une source de motivation, mais leur absence peut constituer un frein pour le travail. Deuxième facteur, ou bien les autres facteurs qu'on a cités, ce sont les facteurs de motivation. Ils sont une réelle source de motivation, par exemple la considération, l'autonomie et l'accomplissement. Alors, pour réaliser la motivation, toute entreprise doit passer par deux étapes. Premièrement, éliminer les sources de mécontentement. Par exemple, le salaire faible, la non-affiliation à la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale, l'interdiction de l'adhésion au syndicat, les mauvaises relations entre les collègues et les supérieurs hiérarchiques. Et par la suite, comme deuxième étape, la mise en place des éléments motivants qui motivent le personnel de l'entreprise. Par exemple, la reconnaissance, la promotion et le respect. Par la suite, McGregor. Alors, McGregor propose deux formes extrêmes de management, lesquelles découlent deux attitudes de dirigeants. C'est-à-dire, nous avons deux façons pour gérer les personnels. Nous avons la théorie X et la théorie Y. Pour la théorie X, qui suppose que l'homme est passif, bon, regardez ici, elle est passif, n'aime pas son travail, est paresseux, il doit être surveillé, contrôlé et dirigé par des méthodes classiques comme l'organisation scientifique de travail. On parle dans la théorie X du management autoritaire. Au contraire, la théorie Y suppose que l'homme est actif. Alors, il est actif. L'homme aime son travail. Il peut être motivé par son travail. Il accepte et cherche les responsabilités. Les dirigeants doivent donc opter pour une attitude plus démocratique. On parle du management participatif. C'est bon? Alors maintenant, on passe pour le dernier chapitre, la politique sociale de l'entreprise. L'entreprise ne doit pas mettre en place uniquement une politique économique, mais il faut qu'elle soit accompagnée d'une politique sociale, dont les principaux aspects sont les suivants. Premièrement, favoriser le dialogue social, l'amélioration des conditions humaines, matérielles et économiques des salariés, la formation des salariés et l'organisation des stages, faire bénéficier le personnel de l'entreprise des avantages sociaux et favoriser
la participation des salariés dans la gestion. Alors, on peut ajouter aussi quelques objectifs de cette politique sociale de l'entreprise. Par exemple, une intégration optimale du personnel, une meilleure entente et coopération entre les individus et les groupes, un cadre sans conflits sociaux, une augmentation de la productivité. Et voilà, on a fini notre séquence aujourd'hui. À la prochaine et à bientôt. Merci pour votre attention.